Je vais vous raconter quelque chose. Samedi dernier, j'ai trop mangé. Il était 15 heures environ, et oui, j'ai trop mangé. Je sentais que c'était trop, mais j'ai quand même continué à manger. Et à ce moment-là, j'avais 3 options. Me culpabiliser, m'en vouloir, me dire que c'était pas une bonne idée. Me punir, je vais sauter le repas suivant, je vais aller marcher 2 heures pour compenser les mécanismes bien connus de certains troubles des conduites alimentaires, ou alors essayer de faire autre chose, un pas de côté, de comprendre ce qui s'est passé, d'accueillir et de rebondir, et c'est exactement ce dont on va parler dans cet épisode. Bonjour ou bonsoir, c'est Charles Brumeau, diététicien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Dans la poire. Je suis assez régulier en ce moment, je suis assez content de moi et puis je suis plutôt dans le plaisir de l'écriture, la production, tout ça. Donc tant que ça m'épuise pas, je continue à ce rythme-là. Cette journée mondiale de la résilience, oui, on est le 13 octobre quand j'enregistre ce podcast, m'a inspiré le thème de cet épisode justement pour tenter de développer nos capacités de rebond après ce qu'on considère comme un échec alimentaire. Donc ce qu'on va voir ensemble, c'est un peu comment vous relever avec douceur après un excès, entre guillemets, un écart, entre guillemets, une compulsion ou un repas non maîtrisé. Alors, petit rappel de la définition de la résilience, je le dis avec mes mots, la résilience, c'est la capacité à traverser une difficulté, à s'adapter, puis à se reconstruire sans trop rester figé dans la douleur ou la culpabilité. En psychologie, notamment avec le psychiatre Boris Cyrulnik, on parle de résilience comme l'art de naviguer dans les torrents, de ne pas se laisser emporter même après une chute, fermez les guillemets. Donc ça ne veut pas dire ne pas chuter, ne pas souffrir, ça veut plutôt dire observer que c'est dur, ce qu'on vit, ce qu'on traverse, mais qu'on pagaie à travers le torrent pour naviguer vers des eaux plus calmes. Si on transpose cette définition à l'alimentation, être résilient dans son rapport à la nourriture, c'est accepter qu'on a mangé autrement que prévu, sans se punir trop fort, se poser quelques questions avec curiosité plutôt qu'avec violence ou un excès de critique et de jugement, revenir à ses besoins et surtout continuer à avancer même si c'est imparfait. Donc la résilience, c'est pas de manger parfaitement tout le temps, c'est justement savoir quoi faire quand on l'a pas fait, quand on n'a pas mangé parfaitement justement. Alors je vais reprendre mon exemple et puis je vais dérouler 3 étapes. Voilà, j'ai essayé de le schématiser en 3 étapes pour que ça soit un peu clair, mais bien sûr on peut avoir une autre lecture des choses. Les diététiciens et diététiciennes qui m'écoutent ou les psychologues, n'hésitez pas à adapter bien sûr, et puis vous qui m'écoutez, adapter à votre contexte à vous, puisque je vais reprendre mon exemple qui s'est passé samedi dernier. Alors étape 1, stop. Ne rien faire tout de suite. J'en parlais très récemment dans un épisode sur les compulsions alimentaires que je vous recommande d'écouter. En fait, quand on a l'impression d'avoir mal mangé, je mets des guillemets bien sûr, le premier réflexe, c'est souvent de vouloir compenser, corriger, se reprendre. Et ça, c'est un fonctionnement qui est assez logique puisque notre cerveau l'interprète comme un problème. J'ai mangé trop de fromage, trop de chips, j'ai mangé 2 pâtisseries au lieu d'une. Ou pour reprendre mon exemple, j'ai pas su m'arrêter à temps alors que je sentais bien que c'était trop. Donc après une compulsion alimentaire ou un excès, un écart, un repas où vous n'avez pas su vous arrêter, il y a une impulsion quasi automatique qui surgit. Se culpabiliser, j'ai encore merdé. Se justifier, ouais mais bon c'est parce que j'étais stressé, moi en ce moment ça me stresse avec ce dossier client, machin truc. Se punir, je vais sauter le prochain repas, je vais faire vraiment du sport demain, ou ce soir c'est ceinture, ou je vais juste manger une petite soupe, ça va essayer de compenser, ou toute autre tentative de se reprendre en main. Et vous avez remarqué d'ailleurs, c'est assez dans la tête ce qui se passe. Le réflexe là qu'on a vraiment, c'est mental, quoi. On a un truc qui se passe au niveau du mental et on a du mal à aller dans le sensoriel parce que justement, le sensoriel, là, cette sensation de trop plein, ça nous met dans la difficulté, ça nous rappelle que c'est quelque chose qui est désagréable, quoi. Et on n'aime pas trop creuser là-dedans. Donc, du coup, on va essayer de trouver des sortes de solutions, quoi, des tentatives de solutions. En tout cas, là, le cerveau, il est en phase de régulation, il veut reprendre le contrôle d'un truc qui lui a échappé, pense-t-il.
Alors ne rien faire, quand je dis ne rien faire, c'est pas forcément faire rien. C'est plutôt créer une zone tampon, une zone de décompression pour ne pas répondre à chaud. Un peu comme dans une dispute, si vous répondez immédiatement sous l'effet de la colère, c'est pas forcément là où le message passe le mieux. Donc faire rien, par exemple, là, dans le contexte, ça peut être s'arrêter physiquement, poser ses mains, ralentir sa respiration, fermer les yeux quelques secondes, puis observer ce qui se passe dans votre ventre, votre gorge, vos épaules, dans votre palais aussi. Ça peut être juste ça, observer ça. Ça peut aussi être nommé, sans analyser, sans suranalyser en tout cas. Tiens, j'ai la sensation que je viens de manger plus que ce dont mon corps avait besoin. Je sens que j'ai perdu un peu le fil là, de mes sensations. Ça peut aussi vouloir dire ne rien décider. Genre, je ne vais rien changer maintenant, ce qui est fait est fait. C'est pas le moment de décider quelque chose à chaud, là, tout de suite. Donc, on récapitule, on pose, on se pose. Et c'est vrai que cette pause, elle peut sembler contre-intuitive pour notre cerveau, puisque notre cerveau, c'est un chercheur de problèmes à résoudre. Et là, en l'occurrence, il cherche à régler un problème, puisque votre tête est en mode « c'est pas une bonne idée ce que j'ai fait, c'était nul, c'est pas Jojo là, franchement ». Et pour autant, cette fameuse pause, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire là tout de suite, puisque vous quittez le mode réaction et vous vous permettez d'activer le système parasympathique, la branche de notre système nerveux qui est liée au calme, à la digestion, à l'observation, à la régulation, à la relaxation. Et c'est souvent dans cette étape silencieuse, invisible, que se joue la suite. Donc là, c'est une position qui n'est pas une posture, c'est je refuse de répondre à la honte, là tout de suite, la honte que j'éprouve. Je refuse de prendre une décision depuis la culpabilité qui est trop forte. Je prends une pause pour choper ce petit temps de reconnexion, et puis peut-être qu'après, j'y verrai un peu plus clair. Ok, on passe à l'étape 2, que je pourrais résumer en un mot, comprendre, ou en tout cas essayer de comprendre, quelques dizaines de minutes après, ou quelques heures après, ou le lendemain, essayer de comprendre dans une démarche, j'insiste, de curiosité douce, c'est-à-dire observer sans accuser et repérer ce qui a été vrai pour vous dans ce moment, un peu comme un petit détective de vous-même qui cherche à élucider un mystère, qui part donc à la recherche d'informations, à la recherche d'indices. Là, si je reprends mon exemple de début d'épisode, ok, j'ai mangé plus que prévu, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour moi ce jour-là, à cette heure-là? Donc déjà, on interroge peut-être la physiologie d'abord. La physiologie, c'est en gros, est-ce que nos constantes homéostasiques, c'est-à-dire nos constantes d'équilibre, étaient plutôt justement à l'équilibre? Merci pour cette tautologie, Charlie. C'est en gros des petites questions d'exploration. Est-ce que j'étais bien hydraté? À combien de temps, d'heures j'étais de mon dernier repas? Justement, de quoi se composait mon dernier repas? Est-ce qu'il était agréable à avoir, à sentir, à goûter? Est-ce qu'il était consistant? Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que j'avais un niveau de stress supérieur à 5 sur 10? Quel était aussi mon niveau de faim, d'envie? Et qu'est-ce que j'avais devant moi à 15 heures ce samedi? En toute transparence, la veille, j'avais joué au théâtre, j'avais mangé un petit peu vendredi soir, genre une omelette, un peu de riz, quelque chose qui soit assez digeste, mais quand même me donne un petit peu d'énergie pour tenir pendant 1h10 sur scène, parce que j'ai 2 personnages, dont un qui est très très énergique, et donc il faut quand même, il peut pas être en hypoglycémie, etc. Et donc voilà, il y avait quand même un petit temps de digestion. Puis ensuite, pendant la soirée, une fois la représentation terminée, j'ai bu ma petite bière sans alcool, puisque oui, j'ai moi sans moins envie de boire de l'alcool. Et puis je me suis couché super tard, je suis rentré assez tard, j'ai scrollé après 2 heures du matin, parce que je voulais pas que cette soirée-là se termine. J'étais assez content de ma prestation, de mon énergie, le public était super réactif, on a eu beaucoup d'avis sur Billets Réduc, beaucoup de compliments.
Et je me suis dit, ben tiens, voilà, je me suis rien dit, quoi. J'ai juste prolongé cet état, la soirée sympa, quoi, de la vie. Résultat, le lendemain, je me suis retrouvé fatigué, assez en décalage. Je me suis levé à 11 heures du matin, ça me ressemble pas tellement. J'avais pas mangé depuis environ 20 heures, 21 heures, et mon dernier repas n'était pas super consistant. Et là, ma faim s'est réveillée au début de commencer mon assiette. J'ai commencé à manger, puis là, je me suis fait vraiment rattraper par ma faim. J'ai mangé trop vite, j'avais pas de crudité, j'avais zéro truc qui se mâche, genre du pain riche en graines, en protéines, une petite carotte à croquer. Il y avait vraiment que de la texture molle, donc il y avait pas grand-chose pour me ralentir. Vous voyez là ce que je viens de faire? Eh bien, j'ai mis un contexte précis. En gros, je faisais quoi? À quelle heure? J'étais avec qui? Et qu'est-ce qui fait que je me suis retrouvé là à trop manger cette fois-ci, alors que d'habitude, pour une majorité de mes repas, je mange plutôt de manière ajustée. Mais ce que je fais là, vous savez à quoi ça m'aide? Ça m'aide à éviter de partir dans des généralités ultra jugeantes et définitives. Ben, de toute façon, toi et la bouffe, hein, on sait comment ça se termine, Charlie, hein. Ça m'évite les pensées dichotomiques, hein, tout ce qui est lecture en noir et blanc. Soit je réussis, soit j'échoue. Ça m'évite aussi la suranalyse, fouiller le passé dans tous les sens pour essayer de trouver une explication. Ouais, c'est parce que j'ai toujours eu un problème avec la nourriture, c'est sûrement lié à mon enfance et à comment je prenais mes repas quand on était 6 à table, etc. Nan, nan, nan. Là, ça m'évite tout ça. Non, justement, je fais le contraire. J'interroge une situation qui s'est passée dans un contexte précis. Donc déjà, c'est pas moi en tant que personne, c'est moi qui fais des trucs. C'est pas pareil. Et je vous invite à faire de même. Par exemple, j'avais une patiente qui partait tous les Noëls en Alsace, si mes souvenirs sont bons, dans sa famille, et il y avait des chocolats et des biscuits spécifiques de sa région. Je crois qu'on fêtait la Saint-Nicolas avant Noël là-bas. Et ça lui rappelait son enfance, son adolescence. Et maintenant, elle s'y rend qu'une seule fois par an. Et donc, c'était beaucoup plus difficile pour elle de se réguler, de ne pas faire le plein, entre guillemets, c'est son expression. Donc, il lui arrivait très souvent de surmanger ce type d'aliments pendant 4 jours d'affilée, même sans plaisir, même sans sensation de faim, mais aussi parce qu'ils étaient là et que pour elle, ben, ça signifiait que c'était Noël, que c'était ici, maintenant, en Alsace, et que avant, pendant, après cette fête de fin d'année, eh bien, on lui proposait ces chocolats et ces biscuits spécifiques de son enfance et de son adolescence, et c'était la seule fois de l'année où elle y avait le droit. Ça peut aussi être en lien avec, tiens, est-ce que j'ai mangé un aliment interdit, un aliment sulfureux, un aliment un peu culpabilisant à l'avance, quoi. Voilà, j'ai fauté parce que je pense fondamentalement que cet aliment est mauvais, de chez mauvais, de chez mauvais, et donc je suis archi nul en ayant mangé cet aliment-là. Ça peut aussi être ça. Donc trop manger, c'est pas toujours en lien avec j'ai faim, j'ai pas faim. Hein, bien entendu, l'être humain, vous le savez depuis que vous écoutez Dans la poire et ses 200 épisodes, eh bien l'être humain, c'est un être complexe, fait de souvenirs, de récits, d'expériences acquises au fil de la vie, pour le meilleur et pour le rire. L'être humain, c'est aussi un être qui baigne dans une culture sociétale. Aujourd'hui, il y a encore cette diète culture qui est assez forte. Il y a encore énormément d'injonctions sur le corps des femmes, le fait que ce soit des femmes, la façon de manger d'une femme, ce qu'on attend d'elle en tant que femme, en tant que mangeuse. Je vous renvoie à mon épisode précédent avec Lorraine Malka pour mieux comprendre. Tiens, qu'est-ce qui fait que d'une représentation, d'une injonction, elle peut se traduire dans la réalité sociale. Épisode très éclairant et intéressant. Oui, c'est un compliment. Oui, bon, bah voilà. Oui, c'est un compliment. Je me fais des compliments parce que, objectivement, c'est un épisode de qualité. On a su transmettre des choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux et c'est réussi. Voilà, alors on récapitule. Deuxième étape, on part à la recherche d'infos comme un ou une petite détective pour tendre vers une vision plus réaliste de notre comportement, sortir un petit peu du flou, genre tiens, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc si vous n'y arrivez pas toute seule, bien entendu, prenez rendez-vous en consultation. Je vous ai mis le lien en description de cet épisode. Vraiment, même en 2 ou 3 séances, on peut clairement explorer ensemble les mécanismes qui vous empêchent d'avancer. Ok, donc là, on a fait une pause, on a fait le ou la détective. Et maintenant, étape numéro 3, on va reprendre le fil, on va rebondir. Dans cette étape, on va essayer d'éviter
un effet de balancier qui est plus vous vous restreignez après avoir trop mangé, mal mangé ou fait une compulsion, plus vous risquez de repartir justement dans une compulsion avec ce cycle bien connu malheureusement. Compulsion entraîne culpabilité, entraîne punition, entraîne frustration, entraîne trop de frustration ou de restriction, peut entraîner une nouvelle compulsion. Reprendre le fil, c'est justement sortir de cette boucle, c'est dire ouais, ben, j'ai eu un moment de déconnexion. C'est vrai. J'étais plus connecté à ce que je ressentais, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça me tient à cœur de revenir à moi, plutôt dans la douceur que dans les jugements et les critiques. Donc, ok, reprendre le fil, c'est super vague. À mon sens, ça peut, je dis bien, ça peut être revenir à vos sensations, remettre du rythme et renouer avec une pratique de soin. Si on détaille un petit peu, je reprends l'exemple du début de l'épisode. Par exemple, moi, j'ai trop mangé ce samedi midi. Donc, soit je compte sur mes mécanismes de régulation et j'attends d'avoir à nouveau faim. Mais là, en l'occurrence, si ça me fait dîner encore trop tard à 23 heures et que ça m'empêche de dormir, ben, peut-être que je me laisse libre de manger cette fois avec un petit niveau de faim, un dîner qui me cale un peu pour dormir dans des horaires plutôt raisonnables, c'est-à-dire avant minuit pour moi. Ça m'évite aussi de laisser un peu trop de place aux arbitrages de culpabilité. Tiens, t'as trop mangé, donc faut pas manger ensuite, par exemple. Je mets donc du rythme et de la régularité dans mes repas parce que, en fait, les repas, il y en a 84 par mois. Donc, c'est pas un, deux ou trois repas ou quatre repas qui vont décider que j'ai fait quelque chose d'absolument horrible et que donc je dois me punir. Je le redis là, les repas, il y en a 84 par mois, il y en a à peu près 1000 par an. Vous avez autant d'opportunités et d'options possibles pour manger autrement le lendemain. Vous pouvez aussi vous poser cette question, qu'est-ce qui me ferait du bien maintenant, là, et de quoi mon corps a besoin? Puis enfin, je mets une petite invitation là, mais c'est vraiment une possibilité, hein. Tout ce que je dis, ce sont des options possibles. Vous prenez pas. Vous pouvez, pourquoi pas, faire un petit acte de soin. Je n'ai même pas envie de dire petit. Un acte de soin qui soit non alimentaire ou même alimentaire, j'ai envie de dire. Je l'inclus là, à la réflexion. Ça peut être, ben tiens, je vais prendre une douche un peu tiède chaude avec un petit rituel de soin, avec une intention de tiens, je vais passer un moment à moi, je vais m'octroyer ce moment à moi. Je vais sortir marcher 10, 20, 30 minutes. Si ça me fait du bien et si la météo le permet, je vais écouter une musique douce qui me rappelle un souvenir émotionnellement agréable. Je peux m'enrouler dans un plaid et lire un bon bouquin, écrire quelques lignes dans un carnet pour me défouler ou m'apaiser. Ce que j'avais vu en formation dans les troubles des conduites alimentaires, c'était que après une crise, faire quelque chose de doux et de bon pour soi, c'est complètement contre-intuitif parce que on s'en veut, on se dit qu'on en est encore là, qu'on n'a pas dépassé ci, qu'on n'a pas dépassé ça, qu'on est vraiment nul de chez nul et que voilà. Mais pour autant, revenir dans la douceur et s'autoriser à se dire qu'on a fait une sortie de route, qu'on a dérapé, qui nous tient à cœur de se mettre dans un chemin un peu plus vertueux, mais que ça arrive de déraper, que c'est quelque chose d'extrêmement humain, extrêmement répandu en fait, eh bien, c'est nettement plus fonctionnel. C'est-à-dire que c'est ce type d'attitude post-crise qui peuvent diminuer la fréquence et l'intensité des crises. Donc je me dis par extension, pour des troubles subcliniques ou des dérapages moins marqués, je me dis que ça peut marcher aussi, même s'il n'y a pas d'études sur ce point-là, mais je me dis a fortiori, ça peut marcher. En l'occurrence, moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé marcher pour essayer de digérer un peu, quelques minutes, parce que j'avais pas beaucoup de temps. Puis après, j'ai quand même fait mon yoga à 18 heures, même si j'avais pas tout digéré. Et puis, je me suis dit, en fin de soirée, que je me suis dit, ben écoute, tu as quand même fait un truc bon pour toi. Malgré le fait que tu as mangé à 15 heures, tu as trop mangé ce jour-là, à cette heure-là, tu as trop mangé, mais tu as quand même fait un truc de bon pour toi après. C'est quand même cool. C'est chouette de ce que tu peux te témoigner pour toi. Donc on récapitule, pour rebondir, on peut se demander de quoi on avait besoin, là, maintenant, puis on peut faire quelque chose de bon pour soi,
puis au passage, de bon pour soi ou pour notre corps, ça nous permet de cultiver un lien au corps qui est plus ouvert. Faire un truc de bon pour son corps, même si on a le droit de ne pas l'aimer de manière totale, de manière inconditionnelle, eh bien, ça fait partie d'une des bonnes pratiques de tiens, je fais la paix avec mon corps, ou en tout cas, je ne lui fais pas la guerre là, tout le temps. Voilà une petite conclusion pour cet épisode dédié à la résilience. Si vous avez écouté jusqu'ici déjà, merci beaucoup. Et puis peut-être que vous êtes en train de faire quelque chose d'important, c'est-à-dire ne pas fuir, rester en lien avec vous-même, même après un moment inconfortable, et choisir de comprendre plutôt que de vous juger, même si se juger, c'est quelque chose de très humain aussi. Je vous invite juste à voir, tiens, où est-ce que ça vous mène cette histoire-là de continue ces jugements en boucle. Pour vous prendre une image, c'est comme si un enfant qui apprenait à faire du vélo faisait une chute et se faisait blâmer parce qu'il a chuté justement. Ses besoins à ce moment-là, c'est plutôt d'être rassuré, d'être compris, qu'on s'assure qu'il n'est pas mal quelque part, qu'il ne se soit pas cassé quelque chose, et puis peut-être d'entendre des mots simples et des mots doux qui lui font du bien. Nous, c'est un peu pareil quand on trébuche dans les aléas de la vie, que ce soit par rapport à l'alimentation ou dans un autre domaine, eh bien, on a davantage besoin d'une pause pour ne pas faire n'importe quoi à chaud. On a davantage besoin de comprendre ce qui s'est passé dans un second temps et puis peut-être de rebondir avec un discours ou des actes un peu plus sages, un peu plus constructifs, un peu plus tournés vers quelque chose de profondément bon pour nous. La semaine dernière, j'avais écrit une newsletter sur la gestion de la culpabilité. Je vous ai mis le lien de cette news en description si jamais vous voulez apprendre à la désamorcer. N'hésitez pas à mettre d'ailleurs un petit cœur dessus pour me montrer que vous l'avez lu ou tout du moins parcouru. Et puis si ce podcast, si cet épisode de Dans la poire vous a aidé, vous a apporté au moins une information utile, la seule chose que je vous demande aujourd'hui, c'est de le dire, c'est-à-dire de le partager, par exemple, en laissant un avis, une note, un mot sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est ce qui fait que d'autres pourront tomber dessus par hasard au moment où ils en ont besoin, peut-être comme vous, derrière vos écouteurs ou votre enceinte. Vraiment, n'hésitez pas. Je sais là aussi que c'est contre-intuitif. Quand on arrive à la fin d'un épisode, on passe à autre chose, on passe à un autre podcast, on passe à une autre activité. N'hésitez pas à mettre une marque de soutien pour les créatrices de contenu qui créent du contenu gratuit, qui soit non injonctif, non agressif, qui a à cœur d'avoir une vision plus élargie, plus humaine de notre alimentation, qui ne soit pas des contenus clivants, ultra sur deux, comme on peut voir dans certaines vidéos courtes sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas vraiment à me témoigner de votre soutien en mettant une marque, une note, un avis. C'est quelque chose qui compte. Moi, je lis tous vos avis. Je n'ai plus de 1000 sur Apple Podcasts. Je les ai tous lus. Ça me fait à chaque fois chaud au cœur de voir vos marques de soutien, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts ou sur YouTube. Vraiment, soit je mets un petit like, un petit cœur, ou soit je réponds quand j'ai le temps. Mais rien que le fait de lire que ça vous parle et que ça a aidé quelqu'un de votre entourage ou même vous-même, franchement, ça fait du bien. Donc ne vous en privez pas. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bel appétit de vivre et à très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la poire.